Premier conseil des ministres de la rentrée ce matin, rentrée sociale et économique agitée, c'est la reprise pour le gouvernement. Quant à Elisabeth Borne, première ministre depuis 100 jours pile aujourd'hui, elle réussit à tirer son épingle du jeu quand on voit le sondage IFOP qui vient de paraître. Elle passe devant Emmanuel Macron avec 47% d'opinion positive contre 37% pour le chef de l'État. Pensez-vous qu'Elisabeth Borne va réussir à s'imposer face à Emmanuel Macron? Pour l'instant, vous dites non à 82% sur notre sondage. Donc continuez de voter et de commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit ce matin Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Pollingvox, société d'études et de conseils spécialisée dans les enjeux d'opinion, auteur de Le Bloc populaire aux éditions Dussert, et Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de La tentation du sauveur aux éditions Payot. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre jusqu'à 9h30 avec nos auditeurs au 0826 300 300 et cette rentrée politique donc qui s'annonce avec le Conseil des ministres de rentrée dans quelques instants. Déjà pour commencer, Jean Garrigue, clairement sur cette rentrée politique, c'est la plus difficile à gérer pour Emmanuel Macron, clairement cette année? Elle apparaît effectivement comme très très compliquée, mais je rappelle qu'on n'avait pas prévu en novembre 2018 la crise des Gilets jaunes, donc le pire n'est jamais sûr. Évidemment, on sort on va entrer de plein pied dans les conséquences de la crise en Ukraine. L'inflation est forte, la France insoumise annonce une rentrée sociale chaude. Le plan de sobriété qui est envisagé ne fera pas que des heureux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est ça au fond je dirais l'essentiel, enfin le fond des choses, c'est que aujourd'hui Emmanuel Macron est un président qui est un président de gestion de crise en fait, qui n'est plus un président qui voulait en 2017 faire une révolution, c'était le titre de son programme. Donc voilà, on est dans une présidence, je dirais un peu à minima, qui en est réduite à gérer la crise, comme d'ailleurs pas mal de ses prédécesseurs, pour la plupart d'ailleurs on l'oublie un peu, mais traverser des crises de ce type. Celle-ci, elle est très grave, elle est profonde, elle est mondiale, et elle a un élément quand même que soulignent beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'elle est liée à un risque de guerre aux portes de l'Europe. Donc on a quelque chose quand même aujourd'hui qui est très anxiogène, et cette anxiété est même, je dirais, reconnue, formalisée aujourd'hui par le président de la République lui-même. Jérôme Sainte-Marie, c'est vraiment la rentrée de tous les dangers, comme on l'entend dire, pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement? J'en suis pas totalement persuadé, vous savez. Bien sûr, on sait qu'on a devant nous des problèmes d'inflation, éventuellement de pénurie. Donc, c'est des choses qui sont objectives et explosives. Si on regarde, puisque vous m'interrogez aussi comme spécialiste de l'opinion, oui. Si on regarde les sondages, au mois d'août, et vous avez parlé du sondage IFOP, alors du coup, je suis allé regarder justement l'historique de l'IFOP. Eh bien, avec 37% de bonne opinion en août, le président de la République est plutôt à un assez haut niveau. Je vous donne très rapidement, en 2017, en août 2017, 40% de popularité, c'était plus, mais enfin il y a 3 points de plus, mais juste d'être élu, c'était un peu l'état de grâce. Septembre 2018, juste avant les Gilets jaunes, 34%. Bon, ça a beaucoup baissé ensuite en septembre lors de la rentrée. Septembre 2019, 34%, septembre 2020, 36%, septembre 2021, 41%. Avec 37% de popularité, ça signifie que le président de la République, même s'il est désormais impopulaire dans toutes les catégories de la population, avec 37%, il bénéficie cependant d'un socle d'opinion qui n'est pas négligeable. Et on voit bien qu'il veut apparaître comme un président de crise, parce qu'en fait, la crise réussit à Emmanuel Macron. La crise, quand elle peut être imputée à des facteurs extérieurs à son action, c'est-à-dire la crise sanitaire ou maintenant la crise sécuritaire en Europe, la crise diplomatique et militaire, le problème, c'est quand la crise peut lui être imputée. Ça, c'était le problème. C'est pour ça qu'il occupe plus l'espace médiatique, notamment ces derniers temps et pendant la période estivale, sur la question de l'Ukraine uniquement?
Oui, alors je vais être un peu cynique, mais c'est factuel. Un président de la République a toujours intérêt à se mettre en scène comme chef de guerre ou comme chef de l'État, chef diplomatique. Bien sûr que toutes les guerres ont profité au pouvoir en place, quand c'était des guerres où il n'y avait pas de conscription. Là, on a l'impression, alors c'est pas à moi de dire inversement, ça c'est subjectif, si c'est une manœuvre du chef de l'État. Mais en tout cas, ça serait à d'autres de le faire. Mais en tout cas, c'est certain que le rôle qu'il prétend endosser, il sait pertinemment qu'il lui est plutôt favorable dans l'opinion. Avant de revenir à Jean Garrigue, Jérôme Sainte-Marie, la particularité du sondage IFOP que vous avez noté, et Marilyn en parlait, c'est que pour la première fois, depuis que Elisabeth Borne a été nommée, eh bien, elle est plus populaire que le président de la République. Alors ça, c'est un classique. Alors je parle devant l'historien parlementaire, l'historien tout court, Jean Garrigue, mais c'est désormais une nouveauté. C'est-à-dire que dans la Ve République, on considérait autrefois que le Premier ministre était un peu le bouclier du président, qu'il prenait sur lui toute l'impopularité. Or, depuis un certain temps, depuis l'instauration du quinquennat, probablement, c'est le contraire. Fillon était plus populaire que le président de la République, Nicolas Sarkozy. Valls était plus populaire que Hollande. Comment s'appelle-t-il ? Édouard Philippe était souvent plus populaire qu'Emmanuel Macron. C'est au tour d'Elisabeth Borne. C'est une curiosité d'opinion. C'est un véritable renversement en termes d'opinion. Ce n'a rien historique, ça reste que des sondages, mais par rapport au début de la Ve République. Jean Garrigue, en tout cas, ça veut dire que peut-être d'une certaine façon, en tout cas, on attend plus Elisabeth Borne aujourd'hui. On sait qu'elle a gardé le silence quand même assez largement tout l'été. On nous a dit qu'elle était sur ses dossiers, qu'elle travaillait très sérieusement pour préparer cette rentrée. C'est son moment à elle maintenant ? Oui, c'est vrai qu'on l'attend. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de réticence, d'hésitation quand elle a été nommée première ministre, parce que c'est vrai qu'on ne lui reconnaît pas une dimension, je dirais, purement politique, et on la voit plutôt comme une première ministre technicienne, mais après tout, regardez, Jean Castex, qui avait un profil similaire, s'en est finalement pas mal sorti du tout. C'est en grande partie parce que l'interprétation et la pratique de nos institutions a beaucoup évolué depuis l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. À mesure que les présidents se sont immiscés dans ce qui est a priori institutionnellement le travail, la mission du Premier ministre, en devenant hyper interventionniste sur tous les sujets, eh bien le président a perdu ce fusible, ce bouclier qu'était le Premier ministre. Et on voit bien aujourd'hui, effectivement, depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que les premiers ministres ne jouent plus ce rôle de fusible. D'ailleurs, ça avait, à l'époque d'Édouard Philippe, ça avait provoqué pas mal de tensions entre l'Élysée et Matignon, parce que il faudrait que le président de la République soit à des niveaux de popularité plus élevés que ceux du Premier ministre. Sinon, il y a une forme de concurrence qui se joue. Alors, et on l'a déjà vu dans l'histoire, Jean Garrigue, effectivement, cette concurrence entre un président qui voudrait être plus populaire que sa première ministre. C'était le cas entre Sarkozy et Fillon, entre Hollande et Valls. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'on voit bien que quelqu'un comme Elisabeth Borne a un profil qui correspond plus à un partage des tâches avec un président qui reste malgré tout à l'initiative, qui est celui qui donne la direction. On aurait pu d'ailleurs, et je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on aurait pu se dire que dans ce deuxième quinquennat, un peu à l'image de ce qui avait été fait par François Mitterrand et Jacques Chirac à l'époque, il y aurait une sorte de repli d'Emmanuel Macron sur l'Argentin du domaine réservé, c'est-à-dire sur l'affaire étrangère, la défense, le régalien. On voit bien que ça ne correspond pas tout à fait au tempérament d'Emmanuel Macron. Donc ça va être aussi une des clés de lecture du deuxième quinquennat, de savoir est-ce qu'il est véritablement un président qui se cantonne à l'international, avec la crise d'Ukraine, ça serait, j'allais dire, presque justifié, ou est-ce qu'il va continuer à être un président qui continue un peu sur la voie de l'hyper-présidence, qui essaie
d'être à la manœuvre. Donc voilà, a priori, on voit bien malgré tout, mais c'est ce qui vient de dire, c'est que le rôle d'Elisabeth Borne est quand même appelé aujourd'hui, avec toute la rentrée politique qui s'annonce, est appelé à s'élargir, à s'étendre. Oui, alors juste d'un mot, Jean Garrigue, avant de se retrouver dans un instant, il y a eu le dîner hier soir à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Est-ce que c'est classique avant une rentrée politique de faire ça à l'Élysée comme ça, ou est-ce que c'est une façon pour Emmanuel Macron de rappeler que c'est lui qui imprime le rythme ? C'est difficile d'interpréter parce que il y a aussi une façon de mettre en valeur. On se souvient que dans l'histoire, quand un président de la République invitait à déjeuner ou à dîner un premier ministre, une première ministre ou un couple, ça s'est arrivé, même y compris pour Michel Rocard, alors que Mitterrand l'aimait pas beaucoup. C'était une manière, à un moment donné, de mettre en valeur le rôle du Premier ministre. C'est aussi, vous avez raison de le souligner, c'est ambigu parce que c'est aussi une manière de dire que c'est quand même le président qui est aux commandes. Donc voilà, on est dans cette ambiguïté. On va voir comment les rôles vont se partager, mais c'est une vraie curiosité en tout cas de la rentrée qui s'annonce. Ouais, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Je rappelle votre livre La tentation du sauveur aux éditions Payot. On est aussi avec Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, auteur de cet ouvrage, Le Bloc populaire aux éditions du Cerf. Vous restez avec nous, messieurs. On revient dans un tout petit instant pour continuer ce débat. 9h07 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le grand matin, était 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h19. On continue le débat autour d'Elisabeth Borne qui fait sa grande rentrée aujourd'hui avec ce premier conseil des ministres après avoir dîné avec le chef de l'État hier soir. Et oui, un sondage la donne d'ailleurs à 47% d'opinion favorable contre 37% pour le chef de l'État. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, pensez-vous qu'Elisabeth Borne va réussir à s'imposer face à Emmanuel Macron? Donc 0826 300 300 si vous voulez réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On retrouve nos deux invités pour en parler. Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, société d'études et de conseils spécialisée dans les enjeux d'opinion, auteur de Le Bloc populaire aux éditions du Cerf, et Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de La tentation du sauveur aux éditions Payot. Rebonjour messieurs. Jérôme Sainte-Marie, par rapport à ce sondage de l'IFOP qui donne désormais Elisabeth Borne plus populaire qu'Emmanuel Macron, dans ce sondage, du côté des Français, qu'est-ce qu'on retient comme qualité, comme limite peut-être aussi d'Elisabeth Borne par rapport au président de la République? Qu'est-ce qu'on lui reconnaît? Bien, je crois surtout que Elisabeth Borne, comme Édouard Philippe auparavant, n'apparaissent pas comme comptable de la politique suivie. C'est un peu paradoxal, mais c'est cela. C'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas le chef de la majorité en France. C'est le président de la République désormais, depuis le quinquennat, depuis que les élections législatives suivent de quelques semaines l'élection présidentielle. C'est le président de la République qui est le chef de la majorité, même quand il n'y a pas de majorité d'ailleurs, comme actuellement au Parlement. Mais donc, le Premier ministre a un rôle désormais très dépolitisé. Et Elisabeth Borne, comme auparavant Édouard Philippe, apparaissent avant tout comme des grands, serviteurs de l'État, comme des gens qui sont respectueux, qui déjà sont d'une très grande courtoisie, apparaissent comme des grands professionnels, là où le président de la République, lui, fait de la politique. Or, cette politique, les Français n'en veulent pas vraiment. Il faut bien retenir ça, c'est tout le problème du quinquennat précédent et du quinquennat actuel. On sait très bien qu'il y a un second tour qui est un peu aberrant. C'est un second tour où, par exemple, la France insoumise, à travers des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, ont appelé de fait à voter pour Emmanuel Macron. Ça montre en même temps la faiblesse, si vous voulez, du mandat donné par les électeurs lors du second tour de la présidentielle. Alors Jean Garrigue ne sera pas forcément d'accord, et ce n'est pas un tort d'être très largement élu. Mais je crois qu'effectivement, cette élection incontestable ne s'accompagne pas d'un mandat très clair. Et d'ailleurs, quand il a fallu confirmer aux élections législatives, eh bien, on se retrouve dans cette situation aberrante dont on n'a pas encore mesuré les effets, de ne pas avoir de majorité parlementaire. C'est aussi une des raisons de la dramatisation que fait actuellement le président de la République sur la crise énergétique à venir, sur la guerre bien réelle en Europe, sur le réchauffement climatique. Toutes ces choses-là, sur l'inflation qui vient, sur tout cela. Toutes ces choses-là existent en elles-mêmes, je ne nie pas.
Mais cependant, c'est aussi une façon de comment dirais-je, d'excuser d'éventuelles et même de très probables mauvaises nouvelles. C'est une façon d'éviter les sujets qui fâchent le plus. Je pense par exemple à la réforme des retraites qui sans doute va être mise en place. Et puis enfin, c'est une façon d'essayer de culpabiliser en quelque sorte les opposants en leur disant comment pouvez-vous venir critiquer un chef de l'État qui est confronté à de tels défis. Encore une fois, ça n'enlève rien à la réalité des défis qu'il rencontre. Bien sûr, on l'aura compris. Jean Garrigue, vous avez entendu à l'instant Jérôme Sainte-Marie, notamment sur cette question d'un mandat peut-être pas assez clair donné à Emmanuel Macron, qui s'ajoute aussi peut-être, c'est une autre fragilité par rapport à cette absence de majorité absolue. Qu'en pensez-vous là-dessus ? Alors d'abord, pour être un peu plus précis, il y a une majorité. Elle est relative. Mais il y a une majorité. Et l'on sait qu'il est possible de gouverner dans cette situation. C'est ce qui avait été le cas de Michel Rocard, même si le gap entre sa majorité et la majorité absolue est quand même beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. Et donc la difficulté est plus grande. Mais ça a fonctionné en tout cas sur cette session extraordinaire, notamment avec les voix des LR. Exactement. Alors il est évident que ça risque d'être plus compliqué avec les grands projets, ne serait-ce que la loi de finances qui arrive pour la session d'octobre, et on sait d'ailleurs qu'une partie en tout cas les chefs des Républicains, qui sont au fond les alliés potentiels à l'Assemblée nationale de Renaissance, on dit qu'ils ne voteraient pas en tant que tel la loi de finances. Donc des problèmes se dessine. Dire qu'il s'agit de culpabiliser à l'avance l'opposition, bon, c'est un jugement de valeur. Moi, vous le partagez pas. Je ne dirais pas que je le partage pas, mais c'est une sorte de jugement de valeur que je me permettrai pas d'avancer. On peut dire que objectivement, les problèmes qui se posent apparaissent quasiment comme insolubles, parce qu'on est en même temps dans une nécessité de sobriété énergétique, de combattre l'inflation, de sortir du quoi qu'il en coûte, et en même temps il y a une demande sociale de renforcement des services publics, de protection des Français, et ça évidemment c'est quelque chose qui va faire éclater un certain nombre de contradictions, y compris à l'intérieur même de la majorité. Mais c'est une équation qu'on peut résoudre, on a l'impression qu'elle est impossible à résoudre, cette équation aujourd'hui dans le pays. C'est vrai que ça apparaît comme une équation très 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 compliquée. De là à dire que ça va déboucher sur un mouvement social ou sur un blocage politique, c'est toujours très très compliqué, parce que la preuve, on n'avait pas anticipé, en tout cas Emmanuel Macron n'avait pas anticipé le fait qu'il n'aurait qu'une majorité relative. On voit bien que la vie politique, elle est pleine d'incertitudes, etc. Mais je pense aussi, pour revenir à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'il y a une attente des Français. C'est incontestable, d'ailleurs ils l'ont dit dans un certain nombre de sondages. On les a vus dans les audiences télé aussi, justement sur ces retransmissions aussi à l'Assemblée nationale. Exactement. Et le fait de retrouver un véritable rôle correspondant d'ailleurs à l'origine des institutions de la Ve République, un rôle du Parlement, un Parlement qui soit véritablement un contre-pouvoir, un Parlement où l'on délibère véritablement, où la majorité soit pas une majorité godillot et l'opposition uniquement vouée au coup d'éclat permanent, eh bien c'est quelque chose qu'attendent les Français. Ils attendent qu'on puisse coproduire de la politique. Alors, il y a évidemment une autre piste qui va être ce fameux Conseil national de la refondation. Je pense que si c'est une énième usine à gaz, ça va être quelque chose de très négatif pour Emmanuel Macron, et qu'il va falloir que ça d'autant qu'on a assez peu d'informations encore à ce sujet. On en attend justement des précisions. Il va se réunir le 8 septembre.
je crois. Ouais. Et on espère véritablement qu'il qu'il démontrera son efficacité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présidence jupitérienne, c'est fini, et que, évidemment, et c'est sans doute, j'allais dire que c'est presque au fond une bonne chose pour Emmanuel Macron, il est contraint aujourd'hui, à être un président qui est à l'écoute on aura compris votre propos à ce sujet, effectivement, Jean Garrigue. J'en viens à Jérôme Sainte-Marie sur cette rentrée politique pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement. C'est vrai qu'il y aura cet enjeu à partir de début octobre au Parlement, mais d'ici là, ça va jouer potentiellement aussi dans la rue avec ces tensions qui peuvent exister. On entendait à l'instant Jean Garrigue, et vous l'avez dit vous-même, la difficulté de sentir un peu l'opinion. On a vu sur les Gilets jaunes, c'était inattendu, on n'a pas pu le prévoir, le voir en tout cas en amont. En tout cas, vous qui êtes un spécialiste de l'opinion, est-ce que dans cette opinion, il y a clairement aujourd'hui, on va dire les bases d'une forme de colère qui pourrait se manifester, éclater? Oui, mais désormais, vous savez, c'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Autrefois, être président de la République vous apportait plutôt de la popularité. Ça fait assez longtemps, ça fait au moins une trentaine d'années, que être président de la République vous apporte de l'impopularité. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réformes qui sont demandées sont généralement, autrefois, les réformes étaient plutôt des progrès sociaux, et aujourd'hui, ça tient pas, encore une fois, à la couleur politique du président, puisqu'elle a changé au cours de ces 30 ans. C'est plutôt des réformes qui sont conçues comme des reculs sociaux par les Français, comme des sacrifices. Encore une fois, l'exemple emblématique, c'est bien sûr les retraites, pour des raisons démographiques, économiques, et puis aussi en raison de nos engagements européens, très probablement. Donc, c'est pour cela que si vous voulez être président de la République, aujourd'hui, c'est plutôt un gage d'impopularité. Alors, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à un grand mouvement social? Et puis on pense au mouvement le plus imprévisible et qui n'était même pas forcément facile à interpréter au moment même où il se produisait, c'est-à-dire les Gilets jaunes. Alors là, le sondeur et peut-être même le journaliste, peut-être l'enquêteur de terrain en saurait plus, mais le sondeur est très impuissant à le dire. C'est vrai qu'il y a une condition de possibilité d'un mouvement social, c'est quand même l'impopularité du gouvernement. Avant les grandes grèves de 1995, on avait observé une chute de popularité de Jacques Chirac à l'époque, qui s'était et de Bernard Juppé Premier ministre. Ça, on voyait bien qu'il y avait des éléments d'opinion. Mais c'est des conditions de possibilité. Ça ne veut pas dire que forcément que ça va arriver. Là où il y a quand même un élément de crise, c'est qu'effectivement, Jean Garrigue l'a dit, sur le papier, c'est plutôt une bonne chose, d'une certaine manière, d'avoir, en tout cas, on peut y trouver une satisfaction, de voir un Parlement qui n'a pas de majorité claire, mais dont les oppositions sont elles-mêmes incompatibles entre elles. C'est-à-dire que je crois quand même que, on peut pas majorité relative, ça veut dire quand même une grosse minorité. Mais la grosse minorité présidentielle a face à elle des minorités encore plus faibles et surtout opposées entre elles. Donc il y a un jeu, on se dit c'est bien, d'ailleurs c'est ce qu'on a observé ces derniers mois quand même. Depuis les législatives, il y a eu quand même des discussions, souvent parfois anecdotiques, mais souvent intéressantes. Sauf que, tout de même, on a bien vu la difficulté qu'avait le gouvernement à faire passer des lois alors que c'était plutôt des bonnes nouvelles. C'était par exemple la loi sur le pouvoir d'achat. Il s'agissait d'octroyer des avantages aux Français, notamment des primes. Désormais, on arrive à la loi de finances, et là, ça ne sera plus les dépenses publiques, ça sera les recettes publiques. C'est-à-dire concrètement, la fiscalité, etc. Pourquoi est-ce que soyons encore une fois très, très techniques, pourquoi est-ce que des formations d'opposition vont s'associer à un pouvoir qui reste, malgré tout, impopulaire. Et cela pour l'aider à prendre des mesures qui elles-mêmes seront plutôt impopulaires. Bien sûr. Donc on ne voit pas. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est plutôt un encouragement aux mouvements sociaux, puisqu'on se dit que si on s'oppose à une réforme, avec un pouvoir aussi faible au Parlement, on a des bonnes chances de pouvoir la bloquer. Et donc, effectivement, ça peut être l'occasion d'une crise politique majeure et avec une remise en cause inéluctable à un moment ou un autre du président de la République. Donc, ça, c'est une possibilité. Il peut très bien aussi arriver que, sous le poids peut-être de la raison ou aussi peut-être sous le poids des mauvaises nouvelles extérieures, les Français se disent que c'est pas le moment d'empêcher le gouvernement de gouverner. Bien sûr. Jean Garrigue, pour conclure sur la reprise justement du travail au Parlement, début octobre, à votre avis, sur quel texte ça va être le plus compliqué pour le gouvernement de passer?
De toute manière, ça vient d'être dit. Les premières grandes discussions vont porter sur la loi de finances. C'est là que tout se joue. Et vous savez, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est une banalité que de dire ça. C'est le nerf de la guerre. Et on sait bien que très souvent, les discussions sur les lois de finances ont généré des débats extrêmement vifs. Et là, ça sera évidemment le cas. D'autant plus, et c'est là-dessus que je voulais terminer éventuellement, c'est que vous avez des stratégies quand même très très différentes. Et tout va se jouer là-dessus. Je veux dire que vous avez la stratégie du Rassemblement national qui consiste à se normaliser, à se dédiaboliser, à s'intégrer finalement, à s'installer dans la vie politique française. Donc peut-être que leur intérêt, et il me semble que pour l'instant leur intérêt n'a pas été de faire exploser la machine, mais vous avez la stratégie des Républicains qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on voit bien qu'on est dans une phase de transition. On ne sait pas qui va être président du parti, quelle ligne va être celle des Républicains. Et puis vous avez une troisième ligne qui est celle, tout à fait formalisée d'ailleurs, de la conflictualité, qui est celle de la France insoumise, dont on pense qu'elle pourrait, en tout cas leur objectif serait d'aboutir éventuellement à une dissolution, ou en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, à un automne social difficile pour le gouvernement. Et donc ça veut dire que c'est du rapport des forces entre ces différentes stratégies et de la manière dont Elisabeth Borne pourra jouer de ces stratégies contradictoires. C'est à partir de cette donne-là que vont se résoudre ou pas les problèmes qui apparaissent, on l'a dit, comme relativement insolubles en fait, y compris dans la vie parlementaire, y compris à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il y a une situation qui est explosive et on va voir comment Elisabeth Borne pourra s'en dépêtrer. Notamment alors sur la question écologique aussi, puisque c'est l'une de ses prérogatives, et peut-être que justement on l'attendra aussi davantage sur ce sujet-là, qui est un sujet central et bien aussi dans les semaines à venir. Un grand merci à vous deux. Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La tentation du sauveur, aux éditions Payot. Grand merci également à Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, société d'études et de conseils spécialisés dans les enjeux d'opinion. Je vous rappelle votre ouvrage, Le Bloc populaire, aux éditions du CERF, voilà, pour nos auditeurs de Sud Radio. Un grand merci. Merci messieurs. À vous deux et très bonne journée. Et merci aux auditeurs qui ont voté en nombre ce matin. Et à la question, pensez-vous qu'Elisabeth Borne va réussir à s'imposer face à Emmanuel Macron? Vous dites non à 82%. Bon, et ben voilà qui est dit en tout cas. Merci à vous tous. 9h34 sur Sud Radio. Dans un instant, après la politique, un peu de légèreté. On va faire la petite tournée des festivals. Ça va nous faire du bien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.